Bonsoir et bienvenue dans nos chroniques de philosophie pour la préparation bac philo autour de la question expliquer le mal, est-ce l'excuser? Alors, je proposerai dans un premier temps une introduction puisque il n'est pas interdit de faire allusion à un événement historique ou à l'actualité pour peu qu'on se donne la peine de l'analyser et de l'expliquer. Je ferai référence aux attentats qui ont frappé la France, aux attentats terroristes qui ont frappé la France en 2015, et au débat qui s'en est suivi entre certains hommes politiques, je pense notamment à un Premier ministre qui s'appelle Valls, et un certain nombre d'intellectuels, parmi lesquels Onfray, ou des sociologues universitaires professionnels, etc., se sont penchés sur la question et ont proposé une explication de ce phénomène terroriste, une explication qui manifestement ne convenait pas à ce Premier ministre, qui les a accusés de vouloir, en expliquant le mal, l'excuser par la même occasion. Alors, il y a donc un conflit sur cette question sensible entre la vision politique et, de notre côté, une vision, disons, sinon scientifique, du moins sociologique et philosophique de la question du mal, à travers donc l'exemple concret de des discours qui ont été tenus au sujet de ces attentats terroristes. Peut-être, voilà, cet exemple suffit-il à montrer la difficulté, la sensibilité, l'urgence de cette question, et on aurait pu profiter de cette occasion, évidemment, de cette introduction pour définir rapidement les termes. Expliquer, c'est chercher les raisons. Expliquer, c'est expliquer le pourquoi. C'est dire pourquoi. Le mal, ici, à travers l'exemple précis que j'ai choisi, c'est-à-dire la question du terrorisme, ça nous renvoie à la question de la méchanceté, de l'ancien français méchéant, celui avec lequel on est mal tombé, puisque méchant vient du verbe choir qui signifie tomber. On avait l'occasion de préciser une étymologie qui nous renvoie, pour être plus simple, à l'intention de nuire. Le mal ici, à travers la figure du méchant, disons du terroriste, c'est celui qui a l'intention délibérée de nuire à ses semblables. D'un autre côté, il fallait aussi, on aurait pu définir d'emblée le verbe excuser, qui signifie annuler la responsabilité de quelqu'un. Demander à être excusé ou s'excuser ou excuser quelqu'un, c'est annuler la responsabilité qu'il a à l'égard d'un fait qu'il a commis. Or, nous avons tous une responsabilité. Être responsable, le mot doit être défini parce que ce n'est pas un terme simple, clair et évident. Être responsable, c'est avoir à répondre de ces faits ou de ces paroles. Et là, je crois qu'avec la définition de ces trois termes expliqués, ou une première définition en tout cas de ces trois termes expliqués, excuser, et une première définition du mal, on avait de quoi rédiger une introduction d'une quinzaine de lignes qui montrait qu'on est décidé à entrer dans le vif du sujet, dans ce qu'il a de plus urgent et je dirais de sensible pour nous aujourd'hui à travers la question du terrorisme. Alors, pour continuer l'analyse de cette question, expliquer le mal, est-ce l'excuser? Je propose un plan en trois parties et
Dans la première partie que j'intitule « Le procès de l'avocat du diable », je me mets à la place de ce Premier ministre pour approfondir un petit peu l'analyse, qui se place lui-même en position de juge et qui finalement juge ou qualifie de perversion l'intention des sociologues ou des philosophes qui veulent expliquer le mal. Perversion dans la mesure où ces philosophes voudraient détourner notre attention, c'est ce que signifient les propos de ce Premier ministre, comme si les philosophes voulaient détourner notre attention et finalement, par une espèce de tour de passe-passe, faire apparaître les bourreaux, je veux dire les terroristes eux-mêmes, comme des victimes. Finalement, M. Valls accuse les sociologues ou les philosophes qui essaient d'expliquer le mal, les accuse de minimiser la liberté de ces méchants, comme s'ils étaient finalement, par le jeu des conditionnements historiques, culturels et sociaux, plus ou moins poussés à commettre les atrocités qu'ils ont commises. Donc, le propos de ce Premier ministre vise à transformer l'effort d'explication des philosophes et des sociologues, à l'expliquer par un acte de mauvaise foi. Au fond, ces philosophes ou ces sociologues sont des gens de mauvaise foi qui voudraient transformer la méchanceté ou nous la rendre acceptable en l'accommodant de circonstances, de ce qu'on pourrait appeler, donc dans un procès justement, des circonstances atténuantes. Dans une deuxième partie, sur cette question, expliquer le mal, est-ce l'excuser? Je retournerai l'analyse en un plaidoyer pour la science, afin d'expliquer justement qu'expliquer, ce n'est ni accuser, ni excuser. C'est refuser d'accuser et refuser d'excuser, tout simplement parce que c'est autre chose. Expliquer, c'est s'efforcer de trouver les raisons. Et lorsqu'on s'interroge sur des phénomènes historiques ou sociaux, eh bien, on est en droit de chercher, et lorsqu'on est un chercheur efficace, on est en droit de trouver aussi des responsabilités multiples pour expliquer un certain nombre de phénomènes. Ce qui ne revient pas à excuser ou à donner quitus à des terroristes ou à des méchants de leurs responsabilités, mais à faire, pour reprendre une distinction cartésienne, une différence entre des causes directes, des causes prochaines, et puis des causes premières, pour parler comme Descartes. Et je crois que sur ces phénomènes sociaux, on peut, sans vouloir prendre le parti des terroristes, je crois que ce n'est pas du tout le propos des scientifiques, des sociologues ou des philosophes, mais on peut quand même distinguer une responsabilité directe du méchant, pour dire les choses simplement, et des responsabilités plus profondes, élargies, de la société à son égard. Donc, il faut passer, je crois que c'est ça précisément le projet de la science, de la sociologie, de la philosophie, il faut dépasser l'idéologie, passer de l'idéologie à la science, c'est justement refuser de juger et s'efforcer de comprendre. Je crois, comme le disait Spinoza, non pas juger, mais comprendre.
et donc s'efforcer de distinguer différents niveaux de responsabilité. Ce qui revient à montrer que, bien sûr, le terroriste est prioritairement responsable de ses actes. Il dispose d'une certaine liberté, mais cette liberté n'explique pas tout. S'il est libre d'un certain point de vue, il est aussi conditionné à d'autres égards, et il est peut-être même plus conditionné que libre. Et là, il y a tout un débat très intéressant, en tout cas au moins un problème à poser, qui tourne autour de la difficulté à évaluer la part de liberté et la part de responsabilité, la part qui est la nôtre, et d'autre part la part de conditionnement qui pèse sur tout être humain, du fait qu'il appartient à une culture, à une société, à une histoire, etc. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, sur cette question, expliquer le mal, est-ce l'excuser, je tenterai une approche théologique. Expliquer le mal, dirais-je, finalement, et pour me retourner contre une certaine pratique de la science qui prétend se tenir à l'égard de tout engagement moral, je dirais qu'expliquer, c'est excuser. Oui, en un certain sens, recomprendre la nécessité du mal dans le plan de la création à un certain niveau, je crois que c'est le projet du théologien. Un évangile gnostique a été écrit dans ce but-là, qui peut nous donner à réfléchir. C'est l'évangile de Judas, un évangile dans lequel Judas, qui donc est ici la figure du méchant, n'est pas simplement disons un salaud, mais en même temps quelqu'un qui participe à un plan qui le dépasse. Il participe au projet de la providence. Et dans cet évangile, Jésus, connaissant le plan de la providence, ne s'oppose pas et ne juge pas, ne condamne pas Judas, mais l'encourage au contraire, comme on en voit d'ailleurs la trace dans les évangiles canoniques, l'encourage à faire ce qu'il a à faire et à le faire vite. Puisqu'effectivement, il y a un mauvais moment à passer. Ce qui est intéressant dans cet évangile, c'est-à-dire dans ce texte d'une haute portée théologique, c'est l'idée que le mal a une justification, une légitimité. À un certain niveau, il invite donc celui qui en souffre, il invite la victime à cultiver une certaine compassion, à développer son sens du pardon et son sens de l'amour à l'égard de son ennemi, à l'égard ici de la figure du traître, puisqu'on parle de Judas. Et cela pour nous inviter à réfléchir d'une façon, je crois, qui est très profonde. Certains pourront peut-être y voir des considérations pathologiques qu'il faudrait ramener au syndrome de Stockholm ou à d'autres formes de névrose masochiste, mais je crois que ce n'est pas du tout cela, de cela qu'il s'agit ici. Le but étant plutôt de nous inviter à réfléchir sur une certaine idée de la justice
qui ne doit pas nécessairement être pensé en termes de réparation ou de punition, puisque nous parlions de responsabilité et de la possibilité de pouvoir dénoncer et accuser des méchants, des terroristes par exemple. Je crois que la profondeur d'une réflexion théologique sur la justice et la question du mal, c'est de nous inviter à dépasser notre peur et notre haine du mal pour le transformer en amour. Alors, je comprends que ce soit effectivement particulièrement difficile et dans certains cas certainement probablement impossible quand on a subi un certain nombre de violences, de viols, etc. Je comprends que ce soit une réflexion difficile à accepter, mais il ne s'agit pas là encore pour moi de prendre parti, mais simplement d'évoquer le fait qu'il existe, en tout cas dans notre tradition philosophique et théologique, une réflexion sur le mal qui nous invite à penser le mal, j'allais dire comme Nietzsche, par-delà bien et mal, c'est-à-dire d'un point de vue supra-moral. Voilà. C'est une piste, n'est pas une vérité dernière, mais c'est une piste de questionnement qui mérite d'être creusée. Et qui mérite d'être creusée, notamment en ce que, même si elle peut choquer certaines personnes, si vous voulez, elle a l'intérêt, en tout cas, d'interpeller. Elle a pour elle l'intérêt d'être particulièrement originale, et ça, je crois que c'est toujours un atout dans un travail philosophique que de pouvoir un petit peu frayer des chemins originaux, quitte à surprendre. Ensuite, il ne faut pas prendre des positions tranchées et outrancières. On peut exposer ces hypothèses difficiles à accepter moralement, puisque ce sont des hypothèses, comme je le disais, supramorales. On peut les formuler avec toutes les précautions que je viens de prendre ou avec des points d'interrogation. Mais ça permet de donner à la copie un relief et une originalité que je crois nos étudiants peuvent se permettre